on va parler du sujet qui vous intéresse, la séparation du matin. J'imagine que là, en ce moment, vous êtes en pleine adaptation. Donc, les séparations du matin sont parfois difficiles et on va voir un petit peu tout ce tous les enjeux autour de la séparation du matin. Donc, la séparation du matin, c'est un moment clé. Donc, c'est un moment clé parce qu'en fait, il va déterminer, pas toute la journée, mais déjà, l'état interne de l'enfant, sur la matinée. L'objectif, ça va être de le faire en bonnes conditions et de faire une séparation en bonnes conditions et ça prend. Il faut prendre en compte plusieurs, paramètres qu'on va voir, tout au long de cet atelier. Donc déjà, ça va être, l'état émotionnel de l'enfant, l'état émotionnel du parent. Le parent, il va être plein de peur, d'appréhension. La pro, du coup, elle doit se montrer aussi bien disponible pour l'enfant que pour les parents. Elle doit être un soutien, elle doit être respectueuse, dans la relation entre le parent et l'enfant. Donc il faut être beaucoup dans l'observation et le rôle de la professionnelle, ça va être d'être un tiers séparateur, de le faire sans brutalité, avec, la plus grande douceur, respect et intelligence. Et l'objectif, ce sera aussi que le parent participe pleinement à cette transition et qu'il offre un soutien pour son enfant. Pour cela, il faut aussi que le parent, il soit mieux, hein, donc ça va être déjà de travailler sur la relation avec le parent. On va voir tout ça. Donc on va commencer par l'enfant avec l'angoisse de séparation. Donc, on va commencer par parler déjà de l'attachement. C'est le processus fondamental, hein, pour bien se séparer. Ça va influencer en fonction de l'attachement de l'enfant. Donc, l'attachement, c'est la manière dont l'enfant va réagir à la séparation. La théorie de l'attachement, elle a été développée par John Bowlby dans les années 50. Et c'est la relation entre l'enfant et la figure d'attachement, donc qui est souvent son parent ou ses grands-parents s'il est élevé par d'autres personnes. Donc cet attachement va se créer dans la première année et ça va se créer en fonction de la réaction de l'adulte aux besoins de l'enfant. Et plus l'adulte va répondre en adéquation aux besoins de l'enfant, plus l'enfant va se sentir sécurisé. Ça, je ne vais pas en parler, en détail. Je vais vous donner quand même les grandes phases, mais je vais animer un atelier, prochainement, mi-octobre, je crois le 16 octobre, sur comment créer un attachement sécure. Donc si c'est un sujet qui vous intéresse, n'hésitez pas à vous inscrire à cet atelier. Ce qui se passe pour que l'enfant crée cet attachement, les premiers mois, l'enfant, il va réagir dès que quelqu'un va s'occuper de lui, il va se sentir bien, il va se sentir protégé et il ne va pas forcément préférer un adulte à un autre. Ça va tout doucement se mettre en place à partir de 6 mois. L'enfant, il va sourire et il va réagir aux personnes qui lui sont familières, mais il va rester ouvert aux autres personnes. Et ça va être plus vers 7, 8 mois, c'est là qu'on va parler de l'angoisse de la séparation, où l'enfant, il va développer un fort attachement aux personnes familières, du coup aux personnes, qu'on va dire les figures d'attachement. Et du coup, il va montrer des signes de détresse quand ces personnes-là, donc en général ses parents, vont quitter la pièce. Parce qu'en fait, cette personne, elle va assurer une base de sécurité. Et sans elle, donc si cette personne n'est pas présente dans la pièce, l'enfant se dit, s'il y a un danger, qu'est-ce que je vais devenir? Donc il va avoir ce qui s'appelle cela va faire naître chez lui l'angoisse de séparation. Donc ça se met vraiment en place, pour tous les enfants. Il y en a qui vont le manifester, plus ou moins fort et l'angoisse de séparation, c'est une phase qui est complètement normale. Elle va commencer vers les 8 mois de l'enfant et elle peut continuer jusqu'aux 2 ans et elle va s'atténuer plus on va offrir une sécurité et notre disponibilité à l'enfant. Et cette angoisse, elle est liée à la permanence de l'objet. La permanence de l'objet, c'est la capacité à comprendre que quand un objet ou une personne n'est pas présente, n'est pas visible dans la pièce, elle continue d'exister. Ça, l'enfant, petit bébé, n'en a pas conscience. Moi, ce que je dis souvent en coaching avec les parents dont les enfants ont du mal à la séparation, à aller à l'école, à s'endormir, tout type de séparation, je leur dis de leur dire cette phrase: «Même si je ne suis pas avec toi, je continue de t'aimer». Ça, c'est vraiment en lien avec la permanence de l'objet. Je ne suis pas là, mais je t'aime toujours. On entend beaucoup, le petit conseil de se faire des petits cœurs sur les mains. Donc vous faites un petit cœur sur la main de votre enfant et vous faites aussi un petit cœur pour montrer que même si on n'est pas là, tu regardes ce petit cœur et maman
pense à toi ou papa pense à toi. Donc ça, c'est quelque chose qui peut aider pour les enfants. Les signes qui montrent que l'enfant il est en angoisse de séparation, bah, ça va être des signes, d'agrippement. Alors on voit bien, cette petite fille qui veut s'agripper, à la jambe de l'adulte, donc ça va être des pleurs. Ça va être la peur des inconnus. L'enfant va être plus sensible quand il est dans un environnement, avec des personnes qu'il ne connaît pas et il va avoir de la difficulté à s'apaiser, même après la séparation. Il ne va pas se mettre directement à jouer, il va rester, dans cette énergie, à vouloir les bras et ne pas être bien, à ne pas arriver à se consoler. Et l'enfant, ce qui se passe à ce moment-là, c'est qu'il commence à comprendre que ses parents sont des êtres distincts de lui, que lui, il est un être à part entière. Mais il n'a pas encore pleinement confiance dans le fait qu'ils vont revenir. Donc c'est tout cet enjeu pendant l'angoisse, de bien faire de la réassurance et montrer que papa et maman vont revenir. Donc le mieux, c'est que papa et maman le disent. Mais vous pouvez aussi vraiment participer à ce que l'enfant prenne cette confiance. Et du coup, il y a différents facteurs qui affluent. Tous les enfants n'ont pas la même angoisse de séparation. Ça va dépendre de plusieurs choses. Donc déjà de l'âge. Si les premières séparations se passent entre 6, 8 mois et 2 ans, 3 ans, eh bien, en fait, cet âge, bah, c'est le plus difficile parce que l'enfant est encore immature au niveau cognitif, donc il n'arrivera pas à se raisonner, à être logique, à prendre du recul. Donc c'est là où ça va être le plus difficile. Avant 6 mois, ça va être plus facile quand vous allez accueillir des nourrissons. Vous allez voir, ils vont être moins dans cette angoisse de séparation. Il y a le contexte aussi familial qui va jouer, ce qui se passe dans la famille, hein. S'il y a eu des changements, si par exemple il y a eu la séparation des parents, un déménagement, l'arrivée d'un petit frère ou d'une petite sœur ou alors tout simplement, un parent qui est, stressé par son travail, qui est peu présent, qui va être là mais pas disponible, pour l'enfant ou qui va être souvent en déplacement. Donc l'enfant va souvent être gardé par des baby-sitters, des grands-parents. Donc voilà, donc tout le contexte va jouer sur cette angoisse. Il y a aussi le tempérament, le caractère de l'enfant. Si un enfant il est plus inhibé, plus sensible, eh bien, il peut être plus sujet à cette angoisse. Les enfants qui sont plus renfermés, qui sont plus prudents, qui sont beaucoup dans l'observation, ils ont souvent plus de mal à s'adapter aux nouvelles situations de vie. Donc ça, c'est important pendant le recueil. Quand vous allez faire l'adaptation, vous faites le recueil des habitudes de vie, de demander aux parents, pour vous, comment vous décririez votre enfant? Quel est son tempérament? Est-ce que c'est un petit enfant qui va beaucoup observer, qui va aller jouer sans crainte ou qui va être, plutôt réservé, plutôt sensible? Comme ça nous donne des informations et on saura si cet enfant est plus sujet à l'angoisse de séparation ou non. Il y a des parents qui vont nous dire: «Ah non, non, lui, il est hyper à l'aise, il va avec n'importe Tu mets combien? qui». Ah, c'est bon, Ah, je t'ai il y a un micro qui est ouvert. Est-ce que vous pouvez couper vos micros? J'ai Merci. coupé. Merci Étienne. Je répondrai à vos questions après, hein. N'hésitez pas, vous pouvez les noter dans le chat comme vous a dit Étienne, on prendra le temps à la fin de répondre aux questions. Il y a aussi, dans le recueil d'informations, vous pouvez demander comment se sont passées les premières séparations. Si jamais l'enfant il a été gardé ailleurs, avant, hein, s'il a eu un premier lieu d'accueil ou que les parents l'ont confié, pour des vacances, chez une amie ou les grands-parents, comment ça s'est passé? Comment il a manifesté? Et aussi d'observer quel est l'attachement que cet enfant a avec le parent. Donc quand le parent est avec l'enfant, comment il répond à ses besoins? Parce qu'en fait, on va pouvoir aussi observer dans le lien si un enfant est sécure ou insécure. Donc ça, on le verra beaucoup pour le prochain atelier sur l'attachement. Par exemple, un attachement insécure évitant, c'est un parent qui ne va pas répondre aux besoins et qui va laisser l'enfant pleurer. Donc ça, si vous avez un parent qui vous dit: «Bah, moi, je vais le laisser pleurer, le soir dans son lit pour qu'il s'habitue», vous savez que c'est un enfant qui va possiblement être plus sensible à l'angoisse de séparation. Donc c'est bien d'avoir, tous ces facteurs en tête pour savoir vraiment, quels enfants on va avoir plus de vigilance avec quel enfant. Alors, notre rôle en tant que professionnel, ça va être de créer un espace sécurisant. Donc de proposer, des repères rassurants pour l'enfant. Pour lui proposer des repères rassurants, c'est déjà tout premièrement dans notre posture professionnelle. Ça va être d'être disponible, d'être accueillante, d'être calme et aussi d'être prévisible. Donc, c'est-à-dire d'avoir une constance et de toujours répondre à l'enfant de la même manière. Plus on va être prévisible, plus l'enfant va avoir des repères et se sentir en sécurité. Et répondre aussi à ses besoins en adéquation. Donc ça, c'est toujours intéressant de réactualiser ses connaissances sur le développement de l'enfant pour savoir à quel âge il a besoin de quoi
Donc, n'hésitez pas, à la fin, on vous montrera les différentes formations qu'on propose. Mais voilà, si vous avez besoin de réactualiser vos connaissances, ça peut être, bien de refaire des formations. Et aussi, être un repère, c'est être stable dans sa posture. Pour être stable, il faut essayer au maximum d'être un adulte posé et avec un regard ouvert sur les enfants. L'image, j'aime bien utiliser l'image de Anne-Marie Fontaine, qui est: l'adulte est un phare pour l'enfant, un phare éclairant. Donc, il va être posé et qui va observer l'enfant et qui va être disponible pour répondre à ses besoins. On va parler quand l'adulte est là, mais qui se lève, qui n'est pas disponible, un phare clignotant. Et quand l'adulte, est là, mais il est dans ses pensées en train d'envoyer des messages aux parents, c'est un phare éteint. Donc pensez que pour assurer un climat sécurisant, notamment pendant les périodes de séparation, essayez au maximum d'être un phare éclairant, posé au même endroit et disponible, afin de devenir une figure d'attachement secondaire et d'offrir à votre tour une base de sécurité afin que l'enfant puisse, se sentir bien et du coup aller explorer. On dit, hein, quand l'enfant a ses buts, enfin non, c'est l'oiseau, je crois, l'expression, il peut se détacher de sa source. Bah, c'est pareil pour l'enfant. Lorsque l'enfant se sent assez en sécurité, il peut petit à petit se, détacher et aller explorer. L'importance aussi de la communication non verbale. Le regard, les expressions faciales. Donc le regard, d'avoir un regard chaleureux. Que l'enfant, l'enfant, pour être bien, il faut qu'il sente qu'il est pris en compte. Et dans votre contact visuel, vous le montriez que vous validez ses gestes, vous validez ses émotions, vous validez son exploration. On soutient avec le regard. Si l'adulte montre des signes d'approbation avec, voilà, un petit hochement de tête, un regard ouvert, s'il sent dans les yeux que l'adulte, est là pour lui et qu'il l'encourage, l'enfant va se sentir en sécurité. Ce qui joue au-delà du regard, c'est aussi la voix, le ton. Il va être très important, en encore plus que les mots. Si on a une voix douce, apaisante, ça donne toujours ce sentiment de sécurité. Le rythme aussi de la voix. Le rythme, si on a une voix un peu chantonnante, ça va favoriser l'apaisement. Si par exemple un enfant, ben, voilà, monte, sur un module de motricité qu'on dit: «Oh, bah, mais qu'est-ce que tu fais?» Voilà, avec un regard ouvert, une voix qui chantonne, et bien, en fait, l'enfant va se sentir en sécurité, il va nous regarder et là, on va lui dire: «Ah bah, attends, je vais t'aider à redescendre». Plutôt que si on a une voix, qui va être plus suspicieuse: «Mais qu'est-ce que tu fais?» Ben, l'enfant ne se sent pas en sécurité. Donc pendant les accueils, les premiers temps, même tout le long, hein, de l'accueil évidemment, mais particulièrement au moment des adaptations et des séparations, pensez vraiment à vos expressions faciales. Restez le plus chaleureux, ouvert, plutôt que de montrer un visage craintif. Et aussi, il y aura beaucoup d'importance dans les gestes, la douceur qu'on va donner. Et du coup, tout ça, c'est essentiel pour, les adultes d'avoir déjà travaillé sur eux et d'être capable d'être en stabilité émotionnelle. Plus on va être bien avec ses émotions, plus on va pouvoir sécuriser l'enfant. Parce que si on est quelqu'un qui est très craintif, qui a peur, ben, on va avoir du mal à avoir du coup ce regard chaleureux, ces signes d'approbation. Donc, je vous invite vraiment, si vous sentez que vous avez des craintes, à aller travailler tout ça, faire du développement personnel, voir un thérapeute, un coach, pour vous aider justement à, devenir un professionnel plus sécurisant pour les enfants. Et offrir des rituels. Donc les rituels, c'est indispensable pour que l'enfant se sécurise. Ce sont toutes les actions qui vont être répétitives, qui vont aider l'enfant à anticiper ce qui va se passer. Du coup, l'enfant, quand il anticipe, il va comprendre ce qui va lui arriver et c'est essentiel tout ça pour, apaiser l'angoisse de séparation. Donc ça, on va voir, un petit peu après dans l'atelier, les différents petits, rituels. Alors, l'impact de la séparation. Ça, c'est important de le noter que ça a des impacts très positifs sur le développement de l'enfant, d'apprendre à se séparer de papa et maman. Donc ça, je vous invite vraiment à prendre des notes parce que ça, c'est des choses que vous pourrez redire aux parents quand il y aura des difficultés dans la séparation. Déjà, première chose, ça va leur permettre d'être en sécurité affective. La sécurité affective, c'est développer une confiance en soi, une bonne estime de soi. Donc ça va donner à l'enfant, quand on a confiance en soi, «Je suis une personne, qui a de la valeur, je sais faire des choses» et ben, je vais pouvoir m'ouvrir et découvrir le monde et ça va diminuer l'anxiété parce qu'en fait, l'enfant sera moins dans l'angoisse et du coup, il sera plus sécure. Quand on va développer aussi un attachement sécure, donc on est une personne qui est disponible pour répondre aux besoins des enfants
l'enfant, il pourra créer des relations à l'avenir plus saines et plus stables parce qu'il aura une meilleure capacité à faire confiance et à interagir avec d'autres personnes. Du coup, ce sera vraiment un équilibre pour lui émotionnel. On va dire que l'enfant, avec un attachement sécure, il va développer une meilleure intelligence émotionnelle, ce qui est le plus important pour avoir des bonnes relations, une bonne situation plus tard. L'enfant va aussi développer de l'autonomie. Donc l'autonomie, c'est oser faire des choses par soi-même, hein. Donc en fait, plus l'enfant se sent en sécurité, plus il va agir seul, il va faire des choix, prendre des décisions par lui-même et il va explorer sans peur. Il va tenter des nouvelles expériences. Un enfant qui est en angoisse de séparation, qui a des difficultés, il va pas tenter des nouvelles expériences. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'hyper important à transmettre aux parents. Plus l'enfant va se sentir bien, tranquille, sécure, plus il va pouvoir découvrir. Ça va aussi permettre la régulation émotionnelle. Donc, la régulation émotionnelle, c'est mieux comprendre comment j'interagis, comment je fonctionne. Donc, ça va apprendre à l'enfant à mieux gérer ses frustrations. Lorsque les émotions de l'enfant, les besoins sont reconnus depuis qu'il est petit et sont validés, l'enfant, il apprend à vivre avec et il trouve ça normal. Il n'a plus besoin de les cacher, de les masquer et il sait les accepter et les gérer au quotidien. Et du coup, ça développe aussi le côté relationnel, la confiance à l'autre. Parce que l'enfant qui a vécu des séparations, et qui a réussi, voilà, à développer, son autonomie, sa sécurité, il va avoir aussi, l'occasion de mieux aller vers les autres parce qu'en fait, il aura appris à, écouter ses émotions, ses pensées et donc du coup, il va pouvoir le faire avec les autres. Ça va développer son empathie et ça va aussi permettre à l'enfant de connaître ses limites et de demander de l'aide. Parfois, les personnes qui ne demandent pas on peut s'imaginer qu'une personne qui ne demande pas d'aide, c'est quelqu'un qui a confiance, alors que pas forcément. Quelqu'un qui demande de l'aide, c'est quelqu'un qui connaît ses limites. Donc un enfant qui a confiance, qui se sent bien dans la relation, eh bien, en fait, il va savoir là où il a besoin et là où il n'a pas besoin. Donc vraiment, la séparation, ça a vraiment un super impact positif sur le développement de l'enfant et ça permet aussi à l'avenir d'avoir une meilleure résilience face aux difficultés de la vie. Donc plus on a vécu des séparations sereines, dans un climat approprié avec une, figure d'attachement secondaire disponible, plus on fera face aux autres épreuves de la vie, heu et aux autres séparations plus facilement. Alors le gros enjeu pendant les séparations, ça va être aussi la relation avec les parents. Donc il faut créer un partenariat qui est essentiel. Pour apaiser les tensions des parents, il faudra les soutenir émotionnellement. Donc, ce qu'on peut faire, la première chose, c'est quand le parent, vous sentez voilà, qu'il est à fleur de peau, qu'il se retient un petit peu de pleurer, hein. Souvent, les parents, ils pleurent en quittant le lieu de garde. La première chose à faire, ça va être de banaliser. C'est normal ce que vous ressentez. Plus on va banaliser, plus le parent, il va se sentir écouté et il va se dire: «Je ne suis pas seul». Parce qu'en fait, des fois, dans le couple parental, il y en a un qui va être dévasté et l'autre, ça va. Mais du coup, il a l'impression, celui qui est dévasté, que s'il n'y a que lui qui vit ça. Nous, en tant que professionnels, leur dire: «C'est quelque chose qui est normal». Tous les parents, quand ils laissent leur enfant vivre ce déchirement, vivre cette difficulté. Donc la première chose à faire, ça va être de commencer par reconnaître leurs émotions et pour ça, on va faire de l'écoute empathique et on va écouter ce que le parent, pardon, des formations professionnelles, on écoute beaucoup les enfants, mais on écoute aussi les parents. Écoutez ce que le parent vous dit. «Je comprends que ce soit difficile pour vous. Je vois que ça vous rend triste. C'est un moment qui est pas évident et vous avez besoin, voilà, d'en parler. Est-ce que vous voulez qu'on en parle un petit peu?» Pour montrer que, voilà, vous êtes là et que vous avez un dialogue qui est ouvert et que vous pouvez accueillir ce que vivent les parents. Ce que vous pouvez faire aussi avec les parents, ça va être d'être dans la coéducation. C'est-à-dire de trouver des stratégies ensemble pour qu'ils soient eux-mêmes acteurs de la séparation. Plus le parent va se sentir agir, plus il va sortir du figement. Vous pouvez lui proposer, par exemple, de trouver un petit rituel. Qu'est-ce qu'il aime, votre enfant? Qu'est-ce que vous pourriez faire le matin? Un petit rituel qui va durer 2 3 minutes. Je ne sais pas, mettre un petit objet dans une petite boîte, que l'enfant il prenne un petit mouchoir qui est dans la poche de son sac, poser doudou dans la panière des doudous. Voilà, essayez de voir avec le parent qu'est-ce qu'il pourrait faire. Quelque chose de concret pour que le parent il se sente plus en contrôle de la situation et qu'il participe à cette séparation. Donc réassurer aussi le parent sur les compétences de son enfant pour que, en fait, il se dise que son enfant
Suite à la séparation, il deviendra plus autonome et plus confiant. Donc ça, c'est par rapport à la slide que je vous ai présentée avant sur l'impact sur le développement. Donc pendant que vous êtes avec le parent, qui vous sentez en difficulté, que vous avez écouté ses émotions, vous allez lui aussi lui expliquer ce que ça apporte à l'enfant de vivre des séparations, pour lui montrer que ça va être positif pour son développement. Et rappeler aussi à l'enfant, aux parents pardon, que l'enfant, il est entre de bonnes mains. Vous êtes une experte. Si vous avez des doutes, n'hésitez pas aussi à faire des formations, à faire, à passer un diplôme avec une VAE. Plus on se forme, plus on se sent expert et plus on se sent sûr de soi. Des fois, on a besoin de reconnaissance. Donc voilà, de montrer aux parents: «J'ai de l'expérience, j'ai des formations, j'ai des diplômes». Et plus les parents, en fait, ils vont se sentir en confiance. Vous allez aussi montrer, que vous avez déjà eu cette expérience, qu'il y a des enfants qui arrivent, que c'est difficile pour eux. Par exemple, vous pouvez donner, un exemple, la petite Romane pendant 2 mois, elle a pleuré et aujourd'hui, bah, elle vient en courant. Donc montrer que c'est une étape qui est normale, et que tous les enfants prennent le temps progressivement. Vous pouvez faire aussi de l'écoute active. Ça va montrer, que vous avez véritablement entendu et compris ce que vivent les parents. L'écoute active, c'est reformuler et clarifier, le propos de la personne avec un ton empathique. Donc, par exemple, faut vraiment prendre le temps d'écouter, être dans le non-verbal, donc voilà, avoir un regard appuyé vers la personne, avoir des mouvements de tête pour montrer qu'on est vraiment disponible à lui et on va reformuler ce que le parent nous a dit. «Si je vous comprends bien, vous êtes inquiet parce que chez moi, vous avez peur qu'il ne dorme pas assez». Ou alors vous êtes inquiet à propos de l'alimentation. Vous avez peur qu'il mange trop vite. Mmh, d'accord. Et du coup, une fois que vous avez reformulé, vous pouvez inviter le parent avec des questions ouvertes pour que le parent, il développe son propos. Par exemple, vous pouvez lui demander: «Qu'est-ce que vous avez ressenti?» ou «Qu'est-ce que vous vous dites quand, vous voulez parler d'agressivité?» pour que le parent, il aille plus loin, il exprime. Et du coup, comme ça, vous allez, pouvoir plus comprendre, écouter et créer cette relation de confiance. Plus les parents, ils vont exprimer leurs émotions et avoir une professionnelle qui a un dialogue ouvert avec eux, plus ça va renforcer la confiance qu'ils ont en vous et aussi le bien-être des enfants. Vous savez, les enfants sont des éponges émotionnelles. Donc si le parent est bien, l'enfant va se sentir bien et du coup la séparation sera plus simple pour les 2 côtés. Donc l'écoute active, c'est vraiment un outil très intéressant. On le développe beaucoup dans les formations sur la relation avec les parents. N'hésitez pas, celles qui ont fait la formation, si vous voulez en parler, sur le chat, mais ça renforce la confiance, ça favorise la compréhension et ça limite les tensions. Donc vraiment un outil que je vous invite à essayer. Marie, j'en profite Alors juste sur le sujet de la communication aux parents. On avait une petite remarque d'Emmanuel qui expliquait que ça, c'est compliqué, ils sont pressés. J'ai de plus en plus de demandes si j'accepte les enfants en pyjama, qui n'ont pas déjeuné. Je dis non car je leur explique l'importance de passer un moment avec son enfant le matin, mais les parents râlent. C'est juste une bonne transition. Tu as évoqué la formation et également, on a un atelier le 29 octobre. Je vais vous envoyer le lien si ça vous intéresse sur comment gérer sa relation avec les parents, qui est justement animé par Marie. Donc voilà, si ça vous intéresse, je pense que ce sera vraiment le sujet de l'atelier pendant 1 heure et arrête-moi Marie si je dis des bêtises. oui, oui, tu as raison complètement et je comprends, il y a différents types de parents. Donc c'est les parents qui sont très pressés le matin peut-être de reparler de l'importance, d'avoir des temps de transmission. Donc de voir, bah, peut-être que ce matin vous n'avez pas le temps, mais ce soir restez un petit peu plus longtemps ou essayez, enfin de toute façon on en reparlera vraiment en détail dans cet atelier, pour savoir comment on crée cette alliance, et comment on fait pour que le parent il reste un petit peu plus. Parce que c'est un vrai enjeu, dans la relation. Alors, exemple de rituel de séparation efficace. Donc, le petit coucou par la fenêtre. Donc, bon, il faut avoir une fenêtre ou une baie vitrée. Donc, c'est bien de penser aussi à son aménagement de l'espace où on accueille les enfants. C'est bien qu'ils aient aussi un visuel sur ben, le chemin ou votre portail pour que l'enfant il puisse regarder son parent partir et lui dire au revoir. Un petit câlin, un petit bisou, d'encourager, alors ne pas revenir 50 fois, refaire un câlin, on va dire un dernier câlin. Ça charge tout le monde d'ocytocine. L'histoire du matin, donc ça, c'est si les parents ont envie de rester, se montrent disponibles, voilà, de trouver un petit rituel, où ils peuvent peut-être raconter une histoire, mais ne pas faire en sorte que ça s'étende non plus. Donc proposer aux parents un cadre. Vous pouvez rester 5-10 minutes le matin, vous pouvez vous mettre par ici, donc il y a ces petits jeux-là ou ces histoires.
Parler de l'heure du retour, donc quelque chose de concret. On va pas dire à l'enfant: «Je reviens à 16 heures ou à 18 heures», il ne comprendra pas. C'est: «Je reviens après la sieste» ou «Je viens en fin de journée». Tu sais, moi, je suis la maman qui vient toujours enfin, je viens toujours après la maman de Tom. Ça donne des repères. Quand Tom, il est parti, tu sais que la prochaine maman qui arrive, c'est moi. Et de donner un petit objet, bah, qui porte l'odeur de la maison. Donc ça, c'est le traditionnel doudou qui va aider l'enfant à se sentir sécurisé parce qu'en fait, il a quelque chose qui lui rappelle l'odeur de la maison, de papa et de maman et ça sécurise. Donc c'est très important que l'objet, fasse les va-et-vient entre la maison et le lieu de garde. Maintenant, on va voir quelques situations difficiles. Alors, un parent stressé qui ne nous fait pas confiance. Alors là, je vous ai mis un parent qui se cache et qui observe. Ça peut être des parents, quand ils partent pas vraiment, ils reviennent, ils nous posent plein de questions. En fait, on sent que la relation de confiance, elle n'est pas instaurée. Donc l'objectif, ça va être de restaurer cette relation de confiance et de, faire du coup de l'écoute active. Donc l'outil que je viens de vous présenter avec de la reformulation empathique, des questions ouvertes, donc essayez vraiment ça. C'est des choses très simples, mais qui vont vraiment montrer aux parents que vous êtes disponible pour eux et que vous avez vraiment envie de les comprendre et vous avez vraiment envie de créer ce lien. Vous pouvez aussi, utiliser la communication non violente. La communication non violente, c'est dire ce qu'on voit, ce qu'on ressent, ce qu'on a besoin et de faire une demande. Donc par exemple: «Je vois que le matin, vous avez du mal à partir, vous faites des allers-retours. Moi, je ressens, de l'anxiété ou je suis mal à l'aise». N'hésitez pas à vous mouiller, à dire vraiment ce qui se passe pour vous. «Moi, j'ai besoin que les moments de séparation soient apaisés, aussi bien pour votre enfant que pour les autres enfants et j'imagine aussi pour vous. Donc moi, je vous demande qu'on prennent un temps pour en discuter et donc du coup, peut-être de planifier un rendez-vous où vous allez pouvoir reprendre les habitudes de vie, l'anxiété des parents. Peut-être que voilà, c'est des choses que vous n'aviez pas vues à l'accueil, parce que des fois des parents anxieux ne le montrent pas tout de suite, mais que vous vous rendez compte au fil du temps. Moi, je sais que ça a déjà arrivé à un papa, très, très anxieux un matin à l'accueil, il me dit: «Je vais rester». Donc je lui dis: «Mais vous allez rester, c'est-à-dire?» Et en fait, il est resté, pendant 2 heures pendant les transmissions. Alors je vous dis 2 heures, c'était peut-être un peu moins, hein, j'exagère un peu, 1 heure et demie, mais vraiment il est resté longtemps. Alors, je l'ai invité à se mettre dans un coin de la pièce. Je lui ai demandé, qu'est-ce qui se passait pour lui? Qu'est-ce qu'il voulait observer? Il était assez fermé. Bon, je l'ai laissé faire et après, par contre, il a eu un entretien, alors à l'époque, j'étais pas éducatrice, mais il a eu un entretien avec l'éducatrice qui a pu le faire parler de ses angoisses, de ses interrogations et à partir de ce moment-là et ben, en fait, le papa était plus apaisé et du coup, il a pu laisser sa fille tranquillement. En fait, lui, ce qui l'angoissait, c'était, l'agressivité parce que sa petite, avait été déjà griffée 2 fois et il ne s'imaginait pas que des enfants, de 15 mois, bah, pouvaient avoir, des gestes agressifs. Donc c'est bien aussi d'aller chercher pourquoi le parent est angoissé, qu'est-ce qui se passe pour lui? Donc ce que vous pouvez faire aussi, c'est, envoyer un petit message aux parents, de leur dire, «Je vais vous prévenir dans la journée, mais en posant un cadre. Je vous enverrai un petit message, pendant la sieste pour vous dire comment ça s'est passé ce matin». Et ça, vous pouvez montrer que vous n'allez pas le faire toute l'année. Je fais ça exceptionnellement quand les enfants sont malades, j'envoie un petit message aux parents ou alors pendant les périodes d'adaptation. Donc je vais faire ça plutôt, 2-3 mois et petit à petit, je vais moins vous écrire parce qu'en fait, votre enfant va bien. Donc si je ne vous écris pas, c'est que petit à petit, ça va rentrer dans l'ordre parce que je ne peux pas me permettre à toutes les siestes de prendre le temps d'écrire à chaque parent. Donc vous montrez votre cadre que vous allez le faire au début de l'année, mais que petit à petit, bah, tout ça, ça va s'arrêter. Et aussi parler avec ses parents des progrès de l'enfant et de vos observations. Parce que ça va montrer aux parents que vous êtes quelqu'un qui est attentif et qui est vigilant. Et ça, le parent, c'est ce qu'il va craindre. Il va imaginer dans ses fantasmes que vous n'êtes pas dans cette vigilance. Et lui, du coup, il se sent un rôle d'être en hyper-vigilance. On va parler des parents hélicoptères hein, qui tournent tout autour de leurs enfants. Donc, plus il va voir que vous aussi, vous êtes attentive, vous aussi, vous savez, vous aussi, vous avez vu, plus il va pouvoir apaiser son angoisse. Alors, autre cas qui arrive aussi régulièrement, c'est qu'un parent pressé part sans dire au revoir. Donc ça, pour les parents, des fois, ça semble une super stratégie parce qu'ils se disent: «Au moins je ne vois pas pleurer, je pars vite et ça va aller». Mais pour l'enfant, c'est pas du tout la même chose parce qu'en fait, il peut vivre justement un gros stress et du coup, être en hypervigilance. Alors pas sur les premiers parce qu'il ne se rend pas compte, mais petit à petit, se dire qu'à tout instant, papa et maman peuvent disparaître.
et vous rappelez, l'enfant, il est, dans la permanence de l'objet, hein. Quand un objet disparaît ou une personne disparaît, eh bien ça veut dire peut-être qu'elle n'existe plus. Donc, bien dire à l'enfant quand le parent est parti sans dire au revoir. Déjà: «Oh oui, papa est parti, il devait partir très, très vite, mais il revient bientôt». Donc vous mettez des mots, vraiment, si le parent n'a pas mis de mots. «Moi, je vais rester avec toi toute la journée en attendant et papa va revenir te chercher». Donc vous mettez bien les mots quand le parent est parti sans dire au revoir et après vous pouvez en parler aux parents. L'importance du parent qui soit constant. L'enfant, il a besoin de sentir que son parent, il est fiable. Et quand il part, il dit au revoir et ça va permettre à l'enfant de se dire qu'il va revenir. Ça renforce l'idée que la séparation est temporaire. Alors que si le parent, il part sans dire au revoir, l'enfant n'a aucune notion de quand est-ce qu'il va revenir. Alors que si le parent lui dit concrètement: «Je pars, je sais que tu vas passer toute ta journée ici avec nous et je reviens après le goûter». En fait, là, l'enfant envoie un sentiment de papa et maman est fiable, enfin maman est fiable, elle revient me chercher. Donc ça, c'est important de l'argumenter avec les parents. Ensuite, un enfant qui va tenir la jambe de son parent et qui va refuser que le parent parte. Donc ça arrive assez régulièrement parce que c'est un geste, que les enfants vont faire pour montrer, qu'ils sont angoissés. Ils ont souvent besoin, de réassurance quand ils tiennent papa et maman par la jambe. Donc il faut rester à ce moment-là très calme, mais aussi ferme. Donc inviter le parent à se mettre à hauteur d'enfant. Donc vous, vous mettez à hauteur d'enfant et invitez le parent: «Venez, on va descendre, on va se mettre à lui parler et je comprends que tu es triste». Donc c'est bien si c'est le parent qui lui dit: «Je comprends que tu es triste, mais je dois partir. Je sais que tu vas t'amuser aujourd'hui, que tu vas manger, que tu vas dormir, que tu vas goûter et je reviens après tout ça». À vous de modéliser ces phrases. Montrez aux parents ce qu'ils doivent dire. Parce que souvent le parent, il est angoissé, il ne sait pas quoi dire. Donc c'est peut-être aussi pour ça qu'il y a des parents qui partent très, très vite. Plus vous modélisez quelle phrase on peut dire, mais vous pouvez le dire aux parents. Vous pouvez lui dire ça: «Je sais que tu es triste et je sais que moi je vais devoir partir», pour montrer aux parents, voilà, vous avez vraiment un rôle dans cette séparation. Et vous, votre rôle, ça va être d'encourager une transition en douceur. Donc, le parent, il peut inviter l'enfant à jouer avec les jeux que vous avez posés à disposition. Donc, c'est important aussi dans votre aménagement de l'espace de proposer des jeux qui vont attirer l'attention de l'enfant. Parce que comme ça va rediriger son attention et ça va être quelque chose de concret. Moi, par exemple, quand je vais accueillir les enfants le matin, je vais dire: tu vois, ce matin, on va faire de la pâte à modeler et après, on pourra regarder l'imagier des animaux, celui que tu aimes beaucoup. Ou alors si vous allez au parc que l'enfant aime bien: «Ah, ce matin, je voulais qu'on aille au parc des fleurs. Tu te rappelles la dernière fois, tu avais joué avec Simon, vous étiez montés sur le toboggan et vous étiez cachés». On rappelle à l'enfant ce qui va se passer et on donne du concret. Donc quelque chose de concret, ça va donner à l'envie, pardon, à l'enfant de venir chez vous. Et à contrario, un enfant qui ne manifeste rien, mais qui semble triste après. Donc ça va être quelque chose, que vous allez pouvoir travailler au-delà des moments de séparation. Donc déjà, vous pouvez faire des phrases empathiques, là je vous en ai mis à la fin, et de lui demander comment il se sent maintenant que papa et maman est partis. Est-ce qu'il est triste? Pour qu'il puisse avoir, un endroit pour exprimer ses émotions. Là, ça va être vraiment un travail sur l'accueil de l'émotion et l'aider. Donc ça, vous allez pouvoir le faire dans la journée avec des livres, avec des affiches sur les émotions. Ça se fait en dehors des moments de séparation et notamment par le jeu. Et là, je vais vous présenter quelques jeux, que vous pouvez faire qui peuvent faciliter la séparation. Donc c'est des jeux où, l'enfant, va revivre les séparations, mais dans un moment sécurisant et dans un moment ludique. Le coucou caché. L'objet, est caché, on va le retrouver, donc retrouver des objets, le cache-cache et en fait, l'enfant va revivre les mêmes émotions que pour la séparation. Au début, il y a la tristesse, ensuite la surprise et la joie. Donc il va revivre tout ça, et rire de tout ce qui s'est passé. Moi, ce que souvent je faisais, je racontais l'histoire du petit poisson blanc, je ne sais pas si vous connaissez cette histoire? C'est un petit poisson blanc qui a perdu sa maman. C'est un livre tout simple où toutes les pages, il va rencontrer un nouvel animal et en fait, à la fin, il va retrouver sa maman. Et en fait, je le raconte aux enfants, je leur dis: «Petit poisson blanc est tout triste, il a perdu sa maman», en faisant les mimiques et tous les enfants, on dirait qu'ils vont pleurer quand je commence à raconter l'histoire et on rencontre chaque animal. Donc, là, au début, c'est la pieuvre. «Oh, c'est une pieuvre. Est-ce que c'est la maman du petit poisson blanc?» «Non» et donc là, les enfants participent. Après, «Mais petit poisson blanc est toujours triste». Alors avec son ami la pieuvre, il retourne dans l'océan chercher la maman et là, il rencontre un crabe et donc du coup, en racontant ce genre d'histoire, l'enfant revit
la séparation, mais avec des personnages et avec, de la sécurité et à la fin: «Est-ce que c'est la maman du petit poisson blanc? Oui, il a retrouvé sa maman» et on fait un gros câlin et du coup ça aide vraiment l'enfant. Vous pouvez faire aussi des circuits avec une petite balle. Vous savez les petits jeux en bois où la balle, passe, comme un petit circuit et là on voit plus la balle. Elle est où la balle? Elle est cachée. «Ah, elle est là! Elle est où? Ah, elle est là» et on va faire des mimiques, on va montrer à l'enfant, ça s'en va et ça revient. Des marionnettes aussi, les marionnettes, on les montre, on les cache, elles reviennent, elles s'en vont. Les jeux de rôle, pareil, on peut refaire des petits jeux de rôle, on fait la dinette, bah, je vais préparer quelque chose dans la cuisine, ah bah, je reviens, me voilà. Des jeux sensoriels qui vont aider l'enfant à exprimer ses émotions, la danse aussi qui va libérer les tensions dans le corps. Donc ces jeux, ça permet vraiment de réduire l'anxiété au niveau de la séparation. Et on va revoir toutes les petites stratégies qu'on a un peu, énumérées, dans cet atelier. Donc la première chose, bah, c'est la disponibilité, être là, vraiment, posé auprès de l'enfant et auprès du parent. Donc si vous avez des parents qui sont très pressés le matin, de leur rappeler que ces temps de transition sont essentiels pour que l'enfant passe une bonne journée et peut-être d'aller voir qu'est-ce qui se passe pour eux. Donc de prendre un rendez-vous pour en reparler. Donc ça, c'est vraiment un enjeu essentiel aussi lors des temps d'adaptation, de parler de ces moments de communication et de votre disponibilité. N'hésitez pas, moi j'ai déjà eu ça dans des structures aussi, à vous asseoir, le matin pour, être un adulte phare quand vous avez plusieurs, séparations à la suite qui ne se passent pas forcément, facilement, de demander aux parents: «Moi je vais rester assis sur le tapis, est-ce que vous pouvez m'emmener votre enfant?» et c'est plus vous qui allez, poser ces petites affaires, comme ça vous, vous êtes disponible pour les enfants. Être médiateur, donc être là entre le parent et l'enfant, être doux, montrer, faire de l'écoute active, donc vraiment avoir une posture de médiateur. Essayez que les transitions et ces moments-là se passent assez rapidement. Ne pas les faire durer 20-25 minutes. Si le parent est très angoissé, de lui dire: «Je sais que vous avez besoin qu'on en parle, mais on le fera peut-être plus ce soir ou plus à un autre moment. Mais là, on va essayer de faire en sorte que tout se passe bien pour Léo». Donc on se centre sur l'enfant et on fait en sorte que la séparation, elle dure 5 à 10 minutes. Ritualiser, donc avec des petites choses concrètes que vous pouvez mettre en place. Donc soit des choses que vous avez mis en place qui fonctionnent bien, vous, à la maison, ou soit en discuter avec les parents de eux, qu'est-ce qu'ils ont déjà mis en place et reproduire ce qu'ils font. Donner à l'enfant envie de venir. Donc ça va être vraiment dans votre aménagement d'espace, proposer des jeux, vous avoir une posture ouverte et accueillante. Donc travailler sur son aménagement de l'espace et proposer des nouveaux jeux, c'est important, mais aussi qu'il y ait des jeux, qui soient là tout le temps. Donc c'est comment vous aménagez votre espace, comment vous donnez envie aux enfants. Si tous les jours vous changez les jeux, ça peut être insécurisant parce que l'enfant, il a besoin de retrouver un jeu particulier. Donc vraiment, c'est important d'y réfléchir, détourner l'attention. Donc voilà, d'être joyeux, d'être disponible pour l'enfant. Moi, je sais qu'il y avait un petit, par exemple, il arrivait le matin et il adorait jouer au ballon. Et ben, j'allais le chercher et je prenais un petit ballon et je lui disais: «Ah tiens, je viens de sortir les ballons, est-ce que tu as envie de jouer avec le petit ballon? Où c'est qu'on va le mettre? Ah bah tiens, on peut le cacher là». Et en fait, alors je vous ai mis un petit clown, mais voilà, d'essayer de montrer à l'enfant que là, on va passer un bon moment, même si je sais que tu préfères rester avec papa et maman, mais à la crèche, tu vas voir, on va s'amuser. Ou chez l'assistante maternelle. Reparler de l'importance du au revoir. Donc ça, c'est essentiel de bien dire aux parents. Plus vous allez expliquer à l'enfant, plus il va sentir que vous êtes fiable et ça, il a besoin de sentir cette sécurité, cette base de sécurité. Et essayer au maximum d'avoir un temps individuel avec l'enfant qui vient d'arriver. Donc peut-être voir aussi avec vos contrats que les enfants n'arrivent pas tous en même temps. Ça, c'est difficile ou peut-être un parent. Si vous voyez que, bah, il est pressé, peut-être décaler son contrat, qu'il vienne un quart d'heure plus tôt pour que vous ayez vraiment le temps d'accueillir l'enfant. Donc ça, c'est des choses qui se discutent et qui se réfléchissent vraiment en coéducation avec les familles. Et je finirai par, cette citation: «Il y a 2 choses durables que nous pouvons espérer donner à nos enfants, des racines et des ailes». Et je trouvais qu'elle allait vraiment bien sur la séparation parce que, hem, le parent et le professionnel de la petite enfance doivent offrir à l'enfant un sentiment de sécurité pour qu'il se sente bien. Donc ce sont pour moi les racines et les ailes, c'est permettre à l'enfant de devenir indépendant, de devenir autonome et du coup, la séparation, vraiment, elle aide ce processus, que l'enfant, il ait des racines, une sécurité et des ailes, de l'autonomie.
et voilà, merci.